Chers auditeurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Dans le cadre de cette émission Cercle de lecture, je me suis concentré sur deux thèmes particuliers: la résistance spirituelle et culturelle dynamique d'opposition à l'assimilation culturelle coloniale. D'une part, et d'autre part, selon la langue martiniquaise, le terme nègre contre nègre. Je vais parler de ce phénomène des nègres contre d'autres nègres pour expliquer un phénomène récurrent de l'acculturation et de l'assimilation. Eh bien, dans différentes recherches que j'ai faites et dans le cadre d'un de mes ouvrages, je m'appuie sur la résistance spirituelle et culturelle comme dynamique d'opposition à l'assimilation culturelle coloniale. Et donc, je me suis aussi inspiré pour bien expliquer la profondeur de ce thème d'un auteur qui s'appelle Ibn Khaldun, qui donc, c'est un auteur très ancien, qu'on dit être le père de la sociologie et dont Montesquieu et bien d'autres philosophes ont pu s'inspirer de ses œuvres. Et Ibn Khaldun a développé ce thème « Malheur aux vaincus ». Ce thème m'inspire beaucoup pour expliquer le phénomène d'assujettissement d'un peuple et du comportement de ce peuple dans le cadre de cette domination. Eh bien, Ibn Khaldun nous dit, dans le thème « Malheur aux vaincus », Ibn Khaldun explique que quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires, est réduit en esclavage et devient un instrument aux mains d'autrui, l'apathie, qui donc en arabe taqassul, le submerge. Je peux développer un peu sur ce thème. Je comprends que en observant la réalité de l'assimilation ou de l'aliénation, eh bien, notre pays, notre peuple qui se trouve effectivement dépossédé de ses affaires, puisqu'il se trouve sous la domination d'une tierce culture, et même lorsqu'on parle d'abolition de l'esclavage, eh bien, on a l'impression effectivement que nous vivons dans une société presque amorphe, quasi amorphe, une société submergée par une sorte de fatalisme. Donc, c'est ainsi que j'explique cette phrase-là: quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires, est réduit en esclavage et devient un instrument aux mains d'autrui, l'apathie le submerge. Et je poursuis: il perd peu à peu l'espoir. Si la défaite efface l'esprit de clan, la civilisation décroît et les activités commerciales s'anéantissent. Je peux faire une réflexion à partir de cette expression, puisque dans une société dominée, une société coloniale, telle que celle que nous vivons à la Martinique, eh bien, il n'y a aucune perspective de développement économique. On peut dire qu'il n'y a pas d'économie de manière... il n'y a pas d'économie indépendante, puisque nous vivons une réalité où, dans le domaine commercial, dans le domaine économique, la majorité de la population, je veux dire les autochtones, se trouvent dépossédés des moyens commerciaux
dépossédés du pouvoir économique. Et dans la réalité de la Martinique, puisque mon observation porte sur cette société, eh bien, nous voyons que le foncier, c'est-à-dire la terre, est détenue par des propriétaires terriens qui constituent une équation de 0,3% de personnes, équivalent à 2000 habitants. Et cette oligarchie qu'on appelle les béquets contrôle le foncier, contrôle la finance, contrôle l'économie, contrôle le commerce. En réalité, il ne peut pas y avoir de développement économique dans un pays si le peuple ne détient pas le pouvoir économique. En ce sens, cette phrase d'Ibn Khaldoun nous inspire à comprendre comment elle est construite, cette réalité coloniale que nous vivons, puisque les richesses de la Martinique sont accaparées par une oligarchie de 2000 personnes qui sont des descendants des esclavagistes européens juifs, ashkénazes et yiddishophones. Et donc, dans cette réalité économique, nous avons une volonté d'asphyxie économique d'une nation et d'un peuple, puisque le pouvoir économique, le pouvoir financier est aux mains d'une minorité. Et sans perspective de partage et de répartition au niveau de toute cette population, je veux insister sur le fait que cette population sont des est afro-descendantes et sont des descendants des esclaves africains. Et cette réalité de l'apathie commerciale se traduit par une asphyxie économique. Et dans la geste d'organisation du développement de l'oligarchie, pour asphyxier une nation et pour asphyxier un peuple, la richesse n'est pas partagée, il n'y a pas de répartition de richesse, mais il a été créé artificiellement dans le cadre du système des alliances avec ce qu'on peut appeler des minorités étrangères de domination. Comme les oligarques béquets se trouvent être une minorité de 1000 personnes qui se considèrent comme une minorité assiégée au sein de la marée humaine, c'est-à-dire 400 000 habitants, eh bien, elle va chercher des alliances économiques, commerciales, avec des minorités étrangères, et c'est ce qu'il convient, selon moi, d'appeler des minorités de domination. Et là, je citais quand même l'exemple de ce qui se passe aussi en Martinique, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que vous avez là-bas des gens, des béquets, on les appelle, qui possèdent encore plus de 80% de cette île. Vous vous rendez compte, on est en France, on est aujourd'hui, ils ont traversé toutes les époques, la droite, la gauche, les monarchies. Je dirais qu'il y a M. Ayotte, par exemple, qui est l'un des plus gros propriétaires terriens. Vous avez une relation au niveau du négoce des béquets et ces minorités de domination qui sont diverses origines. Elles peuvent être asiatiques, elles peuvent être d'autres origines, et même elles peuvent être d'origine nègre, puisque nous avons le cas d'Haïti, où il y a une forte immigration haïtienne qui pactise avec les tenants du négoce, qui leur permettent de développer différentes structures commerciales, qui leur octroient des crédits afin d'occuper le terrain commercial par le développement d'une série
de petits commerces, parce que ces Haïtiens qui viennent ne sont pas des Haïtiens patriotes. Ce ne sont pas des Haïtiens qui viennent pour, comment dirais-je, renforcer l'indépendance politique et économique du pays. C'est une immigration aventurière qui profite déjà d'une nationalité, de la nationalité haïtienne, et qui font le rêve d'une seconde nationalité, la nationalité française, et lorsqu'ils viennent, par exemple en Martinique, pays opprimé où le peuple se trouve dépossédé, eh bien, ils se considèrent non pas les alliés de ce peuple, mais leur esprit de corps n'est pas avec ce peuple, mais avec les minorités de domination qui leur permettent de développer leurs négoces, qui leur permettent de développer une myriade de temples pour justement développer leur esprit communautaire et qui donc considèrent que la colonisation et la domination de ce peuple dans ce pays où il se trouve est bonne chose puisque c'est une émigration aventurière à la recherche de l'euro et du dollar et qui ne comprend pas que normalement pour la dignité et l'honneur du peuple haïtien, il serait normal que leur esprit de corps aille vers ce peuple opprimé et Haïti en tant que grand peuple, première république noire, que les Haïtiens puissent s'illustrer dans la conscientisation, conjointement dans la conscientisation patriotique de ce peuple, afin de l'inculquer cette notion de nécessité d'avoir une patrie, de nécessité d'avoir une nation et de nécessité d'être un peuple libre, un peuple autodéterminé. Donc j'ai parlé de cet aspect du comportement d'une certaine émigration haïtienne aventurière et de la part du gain, mais il y a d'autres émigrations asiatiques qui possèdent des grandes surfaces dans le domaine des pièces détachées, dans le domaine de l'automobile, pour ne pas les nommer, dans le domaine de l'import-export, et qui jouent ce même rôle en cheville avec les béquets, les oligarques qui sont des propriétaires fonciers, qui ont besoin des alliances étrangères pour développer, pour partager avec eux la finance et par là même une alliance stratégique afin d'isoler le peuple autochtone, afro-descendant, martiniquais, dans sa propre nation et sur son propre territoire. Donc là, nous comprenons que les paroles d'Ibn Khaldoun prennent toute leur signification et, je répète, il dit, quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires, est réduit en esclavage et devient un instrument aux mains d'autrui, l'apathie. Ça veut dire que ce peuple devient amorphe, l'apathie le submerge. Il perd peu à peu l'espoir. Et cette perte d'espoir est manifestée par une sorte de fatalisme. Une sorte de fatalisme dont le facteur religieux sert de soupape, non pas dans le sens de, comment dirais-je, de la théologie de la libération, mais dans le sens de la théologie de domination.